Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Marie, avec qui nous avons abordé des sujets assez variés, mais qui tournent tous autour de l'accès des enfants à l'extérieur, puisque Marie a été enseignante pendant plusieurs années, et vous allez l'entendre, il y a un moment où il y a eu un basculement dans sa manière d'enseigner, un changement qui est arrivé, j'allais dire, d'un jour à l'autre, mais vous allez entendre que c'est même d'une minute à l'autre, où tout d'un coup, elle a eu le besoin et l'envie, du coup, de sortir et d'emmener ses élèves à l'extérieur, notamment en forêt. Et ce basculement a amené un changement global et profond dans sa manière d'enseigner, puisque ça l'a amené à prendre du recul avec sa pédagogie et sa posture, la façon dont elle s'adressait en tant qu'enseignante aux enfants et la façon dont elle les accompagnait. Voilà pour le portrait très rapide de Marie. Je m'arrête là pour le détail de l'échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Je suis très contente d'être avec toi ce matin pour un petit moment d'échange. Pour qu'on situe un petit peu ce que tu fais actuellement, est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité professionnelle actuelle et dans quel coin tu es installée? Alors, je suis installée dans les Hauts-de-France. De toute façon, je pense que ça va s'entendre pendant le podcast. J'habite à 40 km de Lille. Alors, mon activité professionnelle, c'est un peu les 5 branches d'une étoile. Je me restreins pas et je fais quand même beaucoup d'activités différentes. Alors, je forme des enseignants à faire classe dehors. Alors principalement déjà sortir de la classe et oser aller dans la cour de récréation ou dans un espace naturel proche. Euh, Ensuite, je crée du contenu pour faire des séances dehors. Donc je fais de la vente de fichiers sur mon site internet. Ensuite, j'anime des ateliers qui s'appellent les petits trappeurs. Donc ça, c'est le mercredi. Une fois de temps en temps, j'ai des enfants de tous les âges et on apprend à reconnecter à la nature et à s'amuser avec la nature. Et ensuite, j'interviens dans les écoles. Je fais des kermesses écologiques. Donc je viens animer et installer 8 à 10 ateliers. Et puis voilà, les enfants tournent d'atelier en atelier. Voilà pour ma vie professionnelle et aussi, puisque bon, une étoile, ça a 5 branches, j'écris des livres. Je suis autrice. Et bon, on rentrera dans le détail un peu de tout ça tout à l'heure. D'abord, j'ai une question rituelle que je pose à chaque début d'épisode, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux bien nous dire quel était ton rapport à la nature quand tu étais enfant? Alors moi, je pense que je suis une enfant qui a quand même pas mal manqué de nature. En fait, j'avais un tout petit jardin goudronné, avec presque pas de, de, de terre, de fleurs, il n'y avait pas d'arbres. Par contre, j'avais un grand parc derrière. Euh, En fait, les seuls souvenirs que j'ai de la nature quand j'étais petite, c'était aller chercher du muguet en forêt avec mon papa. C'était le rituel au 1er mai. Et après, c'était des randonnées en pleine nature, mais assez forcées. Mes parents adoraient marcher, mais je me sentais vraiment obligée. Moi, c'était pas quelque chose que j'aimais particulièrement. Donc en fait, j'ai pas ce truc de j'adore la nature quand je suis petite. Non. Oui, ouais, ouais, largement, largement plus tard. Mm.
Alors moi j'ai fait mes études à Lille, donc j'ai commencé à enseigner à Lille. Les premières années, à ce moment-là, en fait, on avait une classe à mi-temps et une classe à quart-temps. Donc j'avais des CM1, CM2 le mardi et j'avais des tout petits, le jeudi et le vendredi. Le lundi, c'était un jour réservé à la formation. Ensuite, comme tous les enseignants, j'ai été mutée un peu plus loin, donc j'ai déménagé et j'ai été remplaçante pendant un an. Ensuite, j'ai été décharge de directeur pendant 2 ans, donc j'ai eu vraiment de tous les niveaux, un petit peu dans un plein d'écoles différentes, en ville, un peu plus à la campagne, etc. Et en fait, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon bébé et j'en avais marre d'avoir mes affaires partout, dans plusieurs écoles différentes, d'avoir des niveaux différents tout le temps. Donc j'ai décidé de prendre la direction d'une école maternelle. Euh, voilà, donc pendant 6 ans, j'ai été directrice d'une école maternelle. Je suis pas allée dans la forêt tout de suite, c'est venu un petit peu après. Et ensuite, j'ai été directrice d'une école élémentaire à la campagne, la dernière année où j'ai enseigné, avec des CM1, CM2, des CM1, pardon, pas des CM1, CM2, des CM1. Et puis voilà, je suis en disponibilité, c'est ma troisième année de dispo là. Donc en fait, j'ai été enseignante dans différents niveaux, maternelle, élémentaire, aussi dans plusieurs milieux sociaux. Donc j'ai plutôt fait 80% de milieux sociaux très défavorisés et très peu de milieux favorisés finalement. Comment c'est arrivé en fait? Qu'est-ce qui t'a donné à un moment donné envie de sortir avec les enfants? En fait, je, je crois que je supportais plus très bien ma manière d'enseigner déjà. En fait, il y a eu le déclic, mais avant le déclic, il y a eu beaucoup de moments où je me sentais complètement désalignée avec ma manière de faire. Donc je m'observais un peu comme si euh, on pouvait être capable de sortir de notre corps et de se positionner en tant que caméra. Et il y a eu beaucoup de moments où je me suis sentie très peu à l'aise avec ma manière d'enseigner, de parler aux enfants, de leur demander de se taire, de leur demander d'arrêter de bouger, à mes enfants et aussi à mes élèves. Et puis j'ai eu beaucoup de réflexions sur mais qu'est-ce que la vie d'un enfant dans les années 2020 finalement, à quoi ça ressemble une journée d'enfant. On se lève et puis les parents demandent fais ci, fais ça, déjeune ça, dépêche-toi, habille-toi et un tas d'ordres en fait, vu que j'étais maman, bah déjà du réveil jusqu'à mettre les miens à l'école et ensuite j'arrivais en tant que directrice et je m'entendais euh, on enlève son manteau, on rentre dans la classe, on peut jouer un petit peu, allez, on range, on s'assoit, tac, tac, tac. Et je pense que c'est plus encore ça qui a contribué que le jour où j'ai eu l'idée de sortir en forêt. Il y a eu des semaines, des mois où je me suis sentie pas bien du tout. J'observais, je me mettais dans leur peau et je me disais mais c'est horrible d'être enfant, c'est tellement horrible. Et moi, quand j'ai voulu être enseignante, je me faisais des promesses et je me promettais que je serais pas une enseignante comme les autres, que avec moi les enfants allaient pouvoir jouer, aimer l'école. Et en fait, je me disais maintenant, en fait, t'es comme tout le monde. Tu leur donnes des ordres, tu cries, et c'est pas drôle d'être ton élève, et c'est pas drôle d'être ton enfant. Donc ça a bien maturé. Et puis, en fait, il y a eu le Covid. On a été vraiment empêchés de sortir. Et puis ensuite, on nous avait demandé de faire un hommage à Samuel Paty, en fait. Non, c'est pas un an après son décès, en fait, il est décédé juste avant les vacances de la Toussaint.
Et à la rentrée des vacances de la Toussaint, on nous a demandé de lui faire un hommage à la liberté. Et je me suis dit, mais un hommage à la liberté à 4 ans, qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves? Comment je vais trouver les mots? Qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? Et je n'ai pas trouvé d'idée jusqu'à arriver à l'école ce matin-là, un peu excédée, parce que j'avais pas d'idée et que comme d'habitude on nous dit des choses, faites un hommage à la liberté, mais on nous laisse complètement dans le flou, comme si bon allez vous êtes libre pédagogiquement parlant, faites ce que vous voulez. Et donc en fait je suis arrivée à l'école et j'ai recommencé, asseyez-vous, taisez-vous, arrêtez de bouger, blablabla. Et là ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, la liberté, c'est quoi la liberté? Pour toi, qu'est-ce qui te vient en tête? J'ai fermé les yeux, j'entendais le brouhaha dans ma classe et je me suis dit, la liberté, c'est la forêt. Et en fait, il y a 2 fils qui se sont touchés. On avait fait le World Cleanup Day un mois avant. Je me suis dit, mais si on va ramasser des déchets en forêt, on peut y aller du coup. C'est à 10 minutes à pied. Et donc j'ai pris mes affaires, tout ce que j'avais préparé pour la matinée. J'ai dit à mon ATSEM, bah en fait, on va aller faire classe en forêt. Je vais juste prendre les trucs et on s'en va. Donc on est parti et on a fait un cercle dans le chemin, un chemin forestier. On a fermé les yeux et je leur ai dit le mot liberté. On a réfléchi à ce que ça signifiait pour nous. Un grand espace, des petites maisons d'animaux libres là, dans la nature. Et c'était génial. C'est un moment que j'oublierai jamais de ma vie. On a fait notre matinée d'école en forêt. Et ensuite, les enfants ont réclamé. Donc, on ressortait plusieurs fois par semaine. On ressortait plusieurs fois par semaine pour aller faire classe en forêt. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à faire classe dehors. Ouais, c'est vraiment sorti du cœur, quoi. C'est la spontanéité totale dans la sortie et ce moment où en fait c'était plus supportable pour toi. Franchement, là c'est beau. J'imagine un peu l'état dans lequel t'étais, mais là du coup de t'entendre le raconter quelques années après, moi ça me touche beaucoup. Et du coup, donc les enfants. Ce que j'entends là, c'est qu'ils se sont régalés tout de suite et qu'ils ont eu envie de ressortir. Est-ce qu'il y a eu un moment du coup où tu t'es dit bon bah du coup ok, si on sort davantage, que je fais davantage classe dehors, tu vois, j'ai le mot formalisé qui me vient, mais c'est pas vraiment ça, mais en tout cas bah ok, comment est-ce que je me mets à intégrer ces temps de classe en extérieur? Comment est-ce que tu as pensé tout ça et du coup tu as finalement repensé ta manière d'enseigner et de transmettre? Mais en fait, je pense que ça m'a fait un déclic un peu général sur ma manière d'enseigner. J'ai lâché prise en fait. L'avantage était que j'étais directrice et donc j'avais pas quelqu'un au-dessus de moi pour me dire non, c'est pas possible, c'est trop de contraintes, etc. Ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai prévenu l'inspection le jour où j'ai fait ça parce que en fait on devait expliquer un peu ce qu'on avait fait pour cette journée d'hommage. Donc moi, il y en a qui avaient envoyé des photos. Donc moi j'ai envoyé ça. Et j'ai dit à l'inspection, en fait, merci. Merci, désolée, parce que je me suis beaucoup plainte. Mais merci, parce que moi, j'ai ouvert les yeux et c'était génial. Voilà notre hommage. J'avais pris des photos. J'avais demandé à mon ATSEM de nous prendre en photo. La photo était magnifique. Et donc, c'est tout. J'ai prévenu mon inspectrice que je retournerais faire classe en forêt. Et elle m'a dit, ok, très bien, faites. J'ai prévenu les parents aussi, assez rapidement, que j'allais y aller régulièrement. Mais c'était à 10 minutes, je m'étais renseignée, il n'y a pas de contrainte en fait. Il n'y a pas de demande d'autorisation, c'est sur le temps scolaire. Tant que le taux d'encadrement est respecté, il n'y a aucun problème. Donc, aucun frein. Et en fait, j'ai appris à écouter mon cœur plutôt que mon cerveau. J'ai appris à écouter mon intuition et à regarder l'état général des élèves, l'énergie qui circule. Et j'ai vraiment
ouvert le champ des possibilités. Dès que je pouvais aller dehors, j'y allais. Donc soit je transformais un peu et on allait dans la cour de récré, ou soit on partait par demi-journée en forêt. Et en fait, parfois, j'avais pas prévu d'y aller, et j'y allais parce que, je sais pas, j'avais envie. Donc je me disais, ah ben, là on a écriture, on a musique, on a maths. Euh, ouais, bon ben, il y aura pas de jetons, mais il y aura des bâtons, on fera comme ça. Et j'y allais vraiment à l'arrache. En fait, j'en avais un petit peu marre de mon boulot, et je me disais, je pense que je suis une assez bonne enseignante de grande section pour être inspirée. Et en fait, à chaque fois que j'allais en forêt, c'est en étant sur le terrain que je trouvais des manières nouvelles de faire, de l'inspiration. À chaque fois, on devait rentrer, puis on disait, ah bah non, on va quand même faire la séance de motricité ici, on va se débrouiller. Et je faisais avec les moyens du bord, et plus j'y allais, plus je me sentais inspirée, plus j'avais de nouvelles idées. Donc, en fait, j'ai rien formalisé du tout. Et quand je forme les enseignants aujourd'hui, je sais qu'il y en a que ça rassure de dire bah le jeudi matin c'est l'école en forêt parce que bon forcément surtout quand il fait froid il faut des tenues adaptées etc. Mais je trouve que plus on met de contraintes, plus c'est contraignant, moins on a de liberté, moins on a envie d'y aller, plus on se dit que c'est beaucoup de préparation matérielle, plus on s'empêche. Et c'est un peu dommage. Du coup, faut écouter ses tripes. Tout comme à l'inverse, ça pourrait être écœurant de se dire on y va coûte que coûte, on y va sous la pluie, on y va s'il y a de la boue. Mais en fait, non. T'as envie d'y aller, t'y vas. T'as pas envie, t'y vas pas. C'est tout, en fait. Il y a un mot que tu as employé, tu as parlé de lâcher prise, que toi tu as senti tout de suite que tu avais totalement lâché prise. Et finalement, c'est souvent ce que j'entends moi aussi quand j'accompagne des enseignants à faire classe dehors. Et dans le podcast, les enseignantes qui sont venues expliquaient bien que au démarrage, c'était vraiment le plus difficile, ce lâcher prise, de sortir de toutes ces cases, de toutes ces exigences, d'avoir peur de mal faire et de se... Et je trouve qu'il y a une... il y a un truc qui amène les enseignants beaucoup à remettre en question ce qu'ils font, la manière... Alors, tu vois, je pense que c'est important dans la posture et en tant qu'être humain, qu'on soit enseignant ou pas, à partir du moment où on accompagne d'autres êtres humains, il faut s'interroger et prendre du recul, prendre de la hauteur sur notre posture. Mais je trouve que le système et tout ce qui est aujourd'hui demandé, je veux dire à l'école de manière générale, a tendance à déstabiliser. Moi, je ne suis pas enseignante et de ce que j'observe, il y a beaucoup d'enseignants qui se demandent s'ils sont légitimes, s'ils sont tout le temps en train de bien faire, et comme si le moindre changement qu'ils allaient apporter, ça risquait d'ébranler tout un système, et que tout d'un coup ça allait s'effondrer et que ça sera pas bien, et ça casse vraiment une confiance, je trouve, qu'ont les personnes en elles. Et forcément là, de passer d'un huis clos à tout d'un coup je vais dehors et je bouscule tout ce que j'ai appris, c'est hyper déstabilisant. Et ce lâcher prise, moi je l'entends beaucoup pour les enseignants, que c'est difficile, quoi. Et j'imagine que quand c'est comme pour toi, que ça vient des tripes, en fait, effectivement, c'est ton cœur qui parle, c'est plus ta tête, donc les choses, elles viennent beaucoup plus naturellement, quoi. Oui, il y a toujours la contrainte des programmes, etc. Et en fait, cette pression, on se la met parce qu'on est quand même beaucoup surveillé. Ça va dépendre des écoles, hein, mais par les parents, par la mairie en quelque sorte aussi. Il faut faire des projets, il faut faire rayonner l'école, par l'inspection. On a envie, en fait, on reste des élèves. On est des enseignants, mais on reste des élèves avec... en fait, la majorité des enseignants étaient des bons petits soldats à l'école, les petits intellos, les petits élèves, et on est quand même assez soumis à une certaine forme d'autorité. Mais en fait, on se rend pas compte que toutes les contraintes qu'on se met pour être de bons enseignants, c'est aussi ça qui fait qu'on n'en est pas. Parce que, en fait,
on tire sur une corde, on tire pour être ce qu'on attend de nous sans arrêt. Et puis c'est un investissement sans limite. Donc on se sent jamais être un bon prof, on se sentira jamais être un prof parfait ou avoir fait une séance merveilleuse, parfaite. Il y a rien à redire, ça n'existe pas. Tout ça parce que en face de nous, on a des humains. Et humain vient de humus. Et on oublie de où on vient parce que notamment nous sommes complètement déconnectés avec le béton, les bâtiments, les publicités, les écrans. On est déconnecté complètement de ce qui fait de nous, de l'humanité en fait, de nos ressentis, de nos énergies. On oublie de quoi on est fait, on oublie d'où on vient, on oublie l'essentiel, on oublie notre essence, et du coup ça peut pas fonctionner. Et c'est ça. Mais c'est très compliqué d'expliquer ça. Ça fait un peu perché, mais en fait, avant le plaisir et ensuite les apprentissages. Avant le respect de l'enfant et ensuite les apprentissages. Parce qu'en fait, on est en train de se heurter à vouloir enseigner comme on l'enseigne comme ça à l'intérieur avec des chaises. On se heurte à la nature profonde de l'humain. Et en fait, les enfants, c'est très agaçant. Parce qu'un enfant, c'est encore connecté au vivant. Un enfant, c'est encore très créatif, très joyeux. Tout est possible avec un enfant. Un enfant, c'est très inspiré. Donc c'est très agaçant pour un adulte qui a appris à se conformer, à se conditionner, à se mettre dans un moule, à se couper un peu l'herbe sous le pied, c'est le cas de le dire. C'est très agaçant d'avoir des enfants pleins de vie, tout joyeux, voilà. Mais en fait, on a le choix de faire avec cette énergie ou contre cette énergie. Et si on va contre, on est perdant. Donc moi, ce que j'ai remarqué en allant en forêt, c'est que en respectant l'envie de bouger, le besoin de mouvement, parce que c'est d'abord un besoin avant une envie, on a tout à gagner. On a tout à gagner au niveau de la concentration des enfants et surtout de la... Comment je pourrais dire ça? D'abord la motivation et ensuite la mémorisation. J'ai compris que oui, je ferai moins de séances parce qu'il y a un trajet pour aller en forêt, mais que 10 exercices dans un cahier, ça vaut une séance en forêt. Il n'y a plus besoin de quantité, mais juste de la qualité. Donc j'ai trouvé des subterfuges pour rassurer les parents, rassurer l'inspection. Je prenais des photos de ce qu'on faisait parce que on joue en fait. Pour eux, on joue et on n'apprend pas. Alors qu'en fait, le métier de l'enfant, c'est de jouer. Ça vient pas de moi, c'est Pauline Gomard qui le dit. Donc, je prenais des photos, je prenais des vidéos, et voilà comment on a appris à compter aujourd'hui. Et en fait, le fait de rendre ça visible, d'expliciter ce qu'on faisait, bah forcément, j'avais les parents de mon côté, j'avais l'inspection de mon côté, et je pense que ce qui a terminé de convaincre les parents, c'est leurs enfants pressés d'aller à l'école, leurs enfants crevés le soir, dans le sens où forcément, lumière du jour, on se dépense, donc on dort beaucoup mieux, on a un sommeil beaucoup plus apaisé. Et puis voilà, sautiller en venant à l'école, je crois que c'est le plus beau des cadeaux. Ouais, c'est clair. Et dans toute cette spontanéité dans tes sorties, est-ce que il y a quand même des rituels que tu as mis en place? Est-ce qu'il y a des choses qui sont soit venues de toi, soit des enfants dans ces sorties en forêt? Est-ce qu'il y a des séances, des éléments dans les séances qui revenaient de temps en temps, ou vraiment à chaque fois, chaque séance était différente? En fait, en forêt, on avait des tronçons de bois qui étaient éparpillés. Et du coup, j'avais demandé à la mairie si c'était possible pour eux de venir nous faire un espèce de coin regroupement. On avait fabriqué un tipi avec les enfants, démoli une fois sur deux par les sangliers, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on avait quand même notre coin regroupement.
Donc ça, c'était un point d'ancrage, un point clé pour les enfants. En fait, ça se passait un petit peu comme dans la classe, on va dire, mais sauf qu'on était dans la forêt. Donc on avait beaucoup d'espace. Mais pour les enfants, cet endroit de la forêt-là, c'était notre salle de classe, en fait. Un peu. Ils savaient les limites à pas dépasser. Et donc, ça, c'est le repère principal. Il est plutôt géographique. Le rituel, ben non, pas vraiment. On arrivait, on avait un petit temps libre, si, le temps libre en arrivant, histoire que, bon bah voilà, on arrive, on se défoule. Après, ben, on commence les activités, les ateliers. Il y a la récréation. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il n'y a plus aucune dispute en fait. C'est ce que je disais aux enseignants que j'ai formés ce mercredi. Je leur disais, pour moi, une cour de récréation goudronnée, ça équivaut à un loft story. C'est que vous mettez des enfants dans un espace où il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se disputent. Il faut bien faire quelque chose. Il faut bien se stimuler d'une manière ou d'une autre. Il faut bien grandir et évoluer. Donc en fait, si on n'a rien à faire, on va créer, générer du conflit pour avoir quelque chose à faire, à s'occuper. La forêt, mais franchement, moi, c'est rigolo parce que on est à l'école et on galère pour boire. Sortir avec un café quand on a une cour goudronnée, c'est une galère monumentale. On ne boit jamais le café. Toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un, il m'a tiré les cheveux et j'ai oublié mon gant et j'ai envie de pipi. Et ça s'arrête jamais. En forêt, j'attends que je m'ennuie en fait. Je suis dans la forêt, je regarde les élèves et je suis même moi devant un dessin animé. Là, c'était vraiment ce que je ressentais au fond de moi, c'est des vibrations très puissantes de waouh, ça y est, je suis la maîtresse dont j'ai rêvé. Hum, je les respecte, ils sont bien, ils sont en train de créer leurs plus beaux souvenirs d'école, j'adore. Et c'était il y a plein d'arbres, il y a plein de feuilles, il y a des bâtons, il y a des trous. Le terrain, il est accidenté, donc il y a plein d'histoires en fait. C'est ça le rituel, c'était vraiment la récréation. Voilà. Mais non, sinon, on rangeait, voilà, on disait un peu au revoir au lieu de la forêt, quoi, quand on partait, mais sinon, non. Autant qu'en classe, en fait. On, il y avait la consigne, l'activité, et puis après on clôturait, on recommençait autre chose, mais non, non, ni plus ni moins ritualisé. Et alors, t'as parlé de ce que tu observais chez les enfants, le fait de répondre à leurs besoins de mouvement qui permet derrière de faciliter les apprentissages. Bon, sur les enfants, du coup, t'as évoqué ce que t'avais pu observer. Et toi, du coup, comment s'est sentie Marie, l'enseignante, dans les mois qui ont suivi cette mise en place? Est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé de toi? Est-ce que tu t'es mieux sentie? Parce que tu disais que voilà, depuis quelque temps, tu te sentais quand même assez étouffée et contrainte. Ça a changé quoi sur ton quotidien d'enseignante? Euh, Moi, je me suis sentie très humaine, plus Marie que prof. En fait, avant, j'avais l'impression qu'il y avait Marie de la vie quotidienne, la maman et tout, et que quand j'arrivais à l'école, je devais en quelque sorte comme mettre un masque. Je suis la figure d'autorité, en plus directrice, euh, etc., etc. Là, j'avais l'impression de me reconnecter à qui j'étais profondément. Je ressentais à l'intérieur de moi un alignement sans pareil, en fait. Là, je me disais, ce que je vous disais là, il y a 2, 3 minutes, je ne peux pas être une meilleure enseignante que maintenant. J'avais l'impression voilà, d'être au bon endroit, de faire ce qu'il fallait. Je me sentais excellente. Et surtout, j'avais plus du tout besoin de validation extérieure. J'aurais pu me faire inspecter en forêt. J'aurais tout assumé. Voilà. Pour moi, j'étais la meilleure version de moi-même. Et l'impact que ça a eu sur ma manière d'enseigner, c'est une profonde créativité en fait.
Je me sentais très inspirée à, bah tiens, comment je peux faire les compléments à 10 dans la forêt? Comment je peux faire graphisme dans la forêt? Comment je peux... parce que bon, je refaisais jamais vraiment la même chose, mais il y a des choses qui reviennent quand même. On connaît les compétences par cœur. Et j'avais un éventail des possibilités très élargi. Donc, ouais, je me sentais très créative. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Alors après, je peux pas te dire que au niveau de la fatigue, etc., c'était plus. Enfin, ça n'a pas enlevé l'épuisement professionnel parce que en même temps, des années assez contraignantes. Je devais aller en forêt avec un masque. J'avais une collègue en épuisement professionnel, donc du coup on devait se répartir ses élèves de petites sections. Donc j'avais des petits, des moyens et des grands. J'avais plus d'élèves et donc c'est quand même une période où j'ai vécu et mes meilleurs moments et mes pires moments parce que j'étais très fatiguée en fait. Mais quand même une redécouverte du métier et s'autoriser à créer. Je pense que c'est ça qui manque. En fait, on est vachement sous la contrainte des programmes, on en parlait tout à l'heure, des programmes, des horaires, et puis il y a plus... Enfin, ils se rendent pas compte, la hiérarchie se rend pas compte que les contraintes, elles se superposent les unes aux autres. On a un nouveau ministre, il va nous rajouter des contraintes, mais en fait, au bout d'un moment, il faut enlever les contraintes précédentes pour en rajouter. Et là... je me disais, allez hop, c'est pas grave. Quand on est enseignant, on a toujours l'impression d'avoir une caméra qui nous filme et on se juge sans cesse. Là, je me disais, je crois que si quelqu'un me voit, ça va le réveiller. Que ce soit le ministre, que ce soit l'inspecteur d'académie, l'inspecteur de circonscription, le conseiller pédagogique, on ne peut pas voir cette classe qui travaille en forêt, voir ces enfants qui apprennent avec le vivant et se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait n'importe quoi. Non, je pense que ça peut faire vibrer n'importe quel humain de voir ça et qu'on se dit ah ouais, c'est ça qu'il faut. Donc j'avais très confiance en moi à ce moment-là. Mais je rebondis sur la créativité parce que, en fait, de manière générale, on grandit quand même dans un système qui est passé les premières années à l'école, on met toute la créativité de côté. D'ailleurs, moi, tu vois, je travaille en partie en lycée et les jeunes qui ont envie de faire des métiers créatifs, on leur dit non mais tu gagneras jamais ta vie avec ça, laisse tomber, c'est pas la peine. Donc on est toujours en train d'écarter et en fait d'étouffer la créativité des gens et du coup on se retrouve avec des adultes qui qui n'écoutent plus, enfin qui ne ressentent même plus cette créativité-là. Et moi, je suis toujours émerveillée quand je vois les parents, puisque dans les ateliers que je fais en forêt, pour les 3 à 6 ans, les parents sont toujours là. Et en fait, ils reconnectent avec la matière, ils reconnectent avec leurs mains. Et eux-mêmes le disent. La dernière fois, il y avait un papa qui a dessiné un oiseau et il a dit « Waouh, mais je savais même pas que j'étais capable de faire ça, quoi ». Et c'est trop beau. Et en fait, cette créativité-là, effectivement, quand tu te connectes à ce qui se passe autour, quand tu te connectes aux humains qui t'entourent, ça la nourrit. Et il y a vraiment un truc, je dirais, peu importe le métier que tu fais, quand l'adulte commence à reconnecter avec cette créativité-là qui se développe beaucoup quand on est en extérieur et quand on se connecte à ce qui nous entoure, il se passe des choses incroyables et après tu as juste à tirer le fil, ça vient tout seul, plus tu crées, plus tu te laisses porter par cette créativité-là, plus elle grandit. Et ça, je trouve que c'est magnifique à observer chez les enfants, mais globalement, ils ont tous cet attrait pour créer. Mais chez les adultes, je trouve qu'il y a vraiment un avant et un après. Je connecte avec ma créativité. Oui. Je pense que c'est pas pour rien que
que le mot nature ait un double sens. Donc on va dans la nature et on reconnecte à sa propre nature parce que c'est ce dont on parlait là tout au début, l'humus, l'humain, l'humus. On vient de là et on est un peu trop déconnecté, mais c'est sûr que la forêt, oui, ça vient stimuler complètement la créativité. Et c'est pour ça que les enseignants qui se mettent un petit peu la pression, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment? Parce que ça peut devenir très contraignant. En fait, pédagogie par la nature, on peut se mettre la pression à se dire, ah, mais il faut absolument que j'utilise la nature. Comment? Mais en fait, mais non. La nature, elle a déjà un rôle super puissant. Juste prendre un livre et faire la lecture dehors ou l'écriture dehors, une rédaction rédigée pour des CM à l'intérieur et une rédaction rédigée en forêt, ce sera pas la même. On est complètement inspiré. Ça fait aller la créativité. Moi, je comprends pas qu'on... Ça, c'est ce que je dis toujours en formation, mais je dis, mais imaginez-vous, parce qu'on se met pas à la place des enfants, mais imaginez-vous écrire à côté de 25, 27 autres personnes qui écrivent, mais c'est terrible. Parce qu'en fait, quand on écrit, on doit d'abord se faire un espèce de dessin animé de ce qu'on a à raconter. Et avec un voisin ici et un voisin de l'autre côté, c'est très compliqué. La nature, ça permet ça aussi, de s'isoler. Et c'est là où naissent les histoires. En fait, on a besoin de se sentir quand même dans une bulle. Et puis, il y a l'essence. On, on a une certaine température, on a le vent, l'odorat, le toucher. On peut se balader aussi pour écrire. Donc forcément, oui, la créativité, elle est fortement stimulée dans un espace naturel. Par quoi tu commences quand tu fais tes formations auprès des enseignantes? Tu démarres tes formations par quoi? Alors, en général, je prends un oracle avec moi, ou alors les cartes du Dixit. Euh, et puis, bah, je cherche aussi à reconnecter avec qui ils sont. Et je leur fais tirer une carte. Donc j'ai l'oracle des animaux, j'ai l'oracle des fleurs ou le jeu du Dixit. Et je leur dis, pour vous, l'école dehors, qu'est-ce que c'est? Si je leur pose la question comme ça, sans inducteur, ça va être un peu plus... ils essayent de répondre une réponse attendue. Donc moi, je veux quelque chose qui vient de leur trip. Donc voilà, je commence en général les formations comme ça. Et quand c'est des formations, par exemple, de 9 heures, de 18 heures, quand on se revoit plusieurs fois, j'utilise d'autres techniques. Mais je pars toujours de eux, de comment ils se sentent, etc. Donc des fois, c'est aujourd'hui... je me sens être quelle couleur. Aujourd'hui, je me sens être quel animal ou quelle météo. Voilà, je commence par quelque chose qui parle d'eux. Et est-ce qu'il y a des, des freins que tu entends souvent, quelles sont les problématiques, quelles sont les questions qui reviennent fréquemment quand tu fais ces formations-là? Alors, la majorité du temps, les enseignants s'imaginent que pour sortir, il faut avoir des connaissances, euh, des connaissances sur le milieu naturel où ils vont se rendre avec leurs élèves. Moi, je peux pas faire école dehors parce que si par exemple il y a un élève qui me demande c'est quoi cet arbre, je ne saurais pas. Ici, voilà. Et en fait, on pense école dehors, on pense vivant, et tout de suite on relie à sciences de la vie et de la terre ou SVT, biologie, mais en fait, mais pas. Donc les freins, c'est ça, c'est le manque de connaissances, de théorie sur le milieu naturel. En fait, la grande majorité des formations que je dispense ne sont pas des formations de pédagogie par la nature et ni même des formations pour aller enseigner en forêt. Il n'y a même pas 5% des écoles qui ont une forêt à proximité.
Et même les écoles qui ont une forêt à proximité, ben, ne font quand même pas école dans la forêt. Donc, ce que j'ai choisi de faire de mon côté, étant donné qu'il y a déjà plein de super pédagogues par la nature, j'ai choisi de me spécialiser dans l'école dehors sur goudron, on va dire. Donc après être allée en maternelle, je suis allée en élémentaire. Je n'avais pas d'espace naturel à disposition. J'ai recommencé à faire classe dans l'espace d'une salle et c'était horrible. J'ai vraiment galéré. Et du coup, j'ai décidé de sortir quand même sur le goudron. Et en fait, au début, je me jugeais. Je me disais, oui, mais c'est pas la classe dans la forêt, c'est pas bien. Pour moi, il y avait un peu le bien et le mal. Le bien, c'est la forêt, c'est ce que j'avais vécu avec mes élèves de maternelle, c'est ce qui me faisait vibrer. Et le mal, bah, c'était la salle de classe. Et en fait, j'ai tout fait et je me dis je peux pas faire école sur le goudron parce que je vais me faire critiquer. Si je partage sur les réseaux sociaux, on va me dire oui mais c'est pas classe dans la forêt. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit mais on s'en fout. Moi j'ai besoin de m'amuser. Et, et en fait, la plus-value déjà d'être dehors, parce que j'avais que du gazon, ben, du goudron d'un côté et derrière l'école on avait quand même du gazon. Euh, je me suis dit, hop, on s'en fout, je vais oser, je vais quand même, de toute façon je le fais pour moi, donc je le fais. Et en fait, j'ai partagé quelques-unes de mes séances sur ma page Instagram Les Petits Écolos, et là, ben, j'ai eu énormément de réactions, énormément d'enseignants qui ont commencé à prendre mes séances et à les tester avec leurs élèves, et plein de remerciements et plein de photos, encore plus que quand je partageais sur l'école dans la forêt. Et je me suis dit, waouh! Ah oui, il y a quelque chose à faire aussi là-dessus. Parce qu'en fait, si on se cantonne à la forêt, l'espace naturel, etc., ben, en quelque sorte, on prive 98% des écoles de faire classe dehors. Et après, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et je me suis dit, je pense que si on fait classe dehors dans la cour de récréation, on va créer une contrainte petit à petit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de support, il y a pas, il manque des choses en fait. Si on veut faire classe dehors sur le goudron, voilà. Et je me suis dit, s'il y a des enseignants qui sortent, qui font classe dehors, cours de récré, on va végétaliser, on va vers une végétalisation de la cour, des espaces de la cour de l'école, pour avoir de l'ombre, pour avoir des supports, pour avoir des espaces où on s'assoit, etc. Il faut passer par là. Et je pense que là, ce qui manque actuellement, c'est ça. En fait, je me fais la petite marche d'escalier entre les enseignants de salle de classe, les enseignants qui font classe dehors en forêt, ce qui est le Graal et l'objectif absolu. Ben moi, j'essaie de créer une étape intermédiaire entre les deux et d'assumer cette étape intermédiaire parce que je crois que je suis la seule à proposer des formations dans la cour de récré. Et c'est pas toujours facile à assumer parce que moi aussi, je suis pro forêt. Hein. Il faut pas croire, mais par contre, je suis carrément pour la liberté, la créativité et le jeu chez les enfants. Et je pense que parfois ça manque un peu de contraste. Et j'ai remarqué la même chose quand je faisais quand je faisais des conférences sur le zéro déchet, etc. Puisque je ne peux pas faire zéro, alors je ne fais rien. Puisque je ne peux pas tout faire, alors, alors je ne fais rien. Et je trouve ça vraiment extrêmement dommage de se priver de faire classe dehors parce qu'on n'a pas de forêt. Parce que, bien sûr qu'il n'y a pas toutes les plus-values. Il n'y aura pas toute la créativité, il n'y aura pas toutes les vibrations qu'on a dans un espace naturel, mais il y aura le jeu, le mouvement, la créativité, la lumière naturelle, cette espèce d'énergie de groupe qui se passe entre les enfants quand ils jouent ensemble et qui coopèrent et qui courent. Voilà. Donc là, je suis un peu plus spécialisée école dehors, cours de récré. Je me souviens plus du tout de la question.
Je me suis embarquée dans mon truc. Ouais, mais c'est très bien. Je rebondis sur le fait que, en fait, c'est précieux d'expliquer qu'effectivement, on peut. En fait, ce qui compte, c'est de sortir. Après, l'environnement, effectivement, si tu es plongé dans un environnement naturel qui est absolument magnifique, qui est reposant, sans bruit, mais en fait, c'est pas. Déjà, on le voit bien tous, il faut aller chercher la forêt selon l'endroit où tu habites. Souvent, il faut faire de la route. Et aujourd'hui, les enfants qui sont les plus déconnectés et qui ont vraiment besoin juste de prendre l'air, c'est beaucoup d'enfants qui sont dans les grandes villes. Et si on attend de trouver une forêt pour les emmener dehors, en fait, ils n'iront jamais à l'extérieur. Et du coup, effectivement, ce qui compte en premier lieu, tu le disais, c'est de sortir parce que on s'aère, parce que les enfants bougent. Et ça, je crois que, enfin, tu le disais il y a quelques minutes que un enfant, en fait, on va contre l'enfant quand on l'oblige, quand on le contraint à rester assis sur une chaise. Mais rien que ça, il n'y a pas besoin d'être enseignant, pas besoin d'être parent. Il suffit juste de regarder un enfant pour se rendre compte qu'il a la bougeotte tout le temps. Après, ça se tasse un peu avec les années. Et encore que, franchement, moi, j'accueille du 0-16 ans en forêt, pour le coup. En fait, à partir du moment où ils ont la possibilité de bouger, ils bougent tout le temps. Et donc rien que de sortir, oui, même si c'est dans une cour de récré bétonnée, effectivement, peut-être qu'en termes de connaissance du vivant, il y a des choses qui vont être plus limitées, parce qu'on ne va pas pouvoir observer un écureuil forcément dans la cour de récré s'il n'y a pas d'arbres, s'il n'y a rien du tout. Mais déjà, on répond à un besoin qui est essentiel pour les enfants, qui est de sortir. Et je trouve que c'est important ce que tu dis là, parce que c'est vrai que le mouvement des forest schools en France, il amène beaucoup d'inspiration, mais peut-être qu'il amène aussi des complexes et un truc où on se dit bah oui, mais moi j'ai pas ça près de chez moi, et du coup je pourrais jamais offrir ça aux enfants. Déjà de sortir, c'est un énorme cadeau qui est fait aux enfants. Du coup, oui, tu me demandais quels étaient les freins. Alors, les freins, c'était la connaissance de la nature, aucun espace vert à proximité, la peur de mal faire, et voilà, il y a quand même un côté puriste à l'école dehors. Donc, c'est pour ça que j'avais rebondi sur sortir dans la cour de récréation. Et, et moi, j'ai pas trop envie qu'il y ait une petite bataille, classe dehors, classe nature. Parce qu'en fait, à force de mettre les gens dans des cases, dans des moules, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, en fait, on s'empêche. Et donc, moi, je pense que il faut écouter ses envies, il faut essayer, il faut sortir, il faut oser. Et déjà oser sortir de sa classe, c'est déjà pas mal. Dans les freins que je note aussi le plus souvent, c'est la peur de la perte de temps euh, pour se rendre à un espace ou même pour être dehors parce qu'il faut mettre les manteaux, etc., etc. Donc perdre du temps. Et aussi les autorisations, tout ce qui est de l'ordre du taux d'encadrement, de la loi. En fait, souvent, les profs pensent qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Alors que ils se rendent à la salle de sport à pied en sortant de l'école. Ils vont au terrain de basket de la ville ou quoi. Et là, ils se posent pas de questions. Mais par contre, quand c'est pour faire classe dehors, et s'il y a un accident, et si voilà. Et c'est pour ça que, ben, faire classe, ne serait-ce que dehors dans la cour de récréation, en fait, c'est comme si on demandait à un enfant de faire des multiplications avant même d'avoir fait l'addition, la soustraction, etc. C'est pas possible. Et c'est pour ça que je parle de marche d'escalier. Et je pense que les enseignants ont besoin d'être rassurés. Comment est-ce que je vais gérer ma classe à l'extérieur alors que j'ai déjà des difficultés
à la gérer à l'intérieur. Ça, c'est la gestion de classe. Voilà. Le comportement des enfants, la gestion de classe, comment je fais pour les élèves qui sont en difficulté, etc. Et c'est rigolo d'avoir tous ces freins, parce que finalement, la classe dehors, elle est pas là pour guérir ces choses-là, elle les prévient. En fait, quand on fait classe dehors, on n'a pas de soucis de comportement, parce qu'on fait avec le besoin de mouvement. Donc voilà. Et puis ensuite, étant donné qu'on prend en compte la nature profonde de l'enfant qui est je veux jouer, quand on fait un jeu sportif sur les tables de multiplication ou de la conjugaison, que les enfants sont en équipe pour conjuguer, ils vont écouter la consigne, puisqu'ils vont avoir envie de gagner. Le but, c'est pas d'avoir 9 sur 10 à ma dictée, ou d'être noté, ou de rapporter une bonne note à papa-maman, ou d'avoir un bon point. C'est pas une motivation qu'on appelle extrinsèque, donc à l'extérieur de soi. La motivation, elle est à l'intérieur. C'est-à-dire, moi, je veux gagner. Et c'est puissant, puisque c'est à l'intérieur. Donc, j'ai une motivation de fou. Donc, il n'y a plus de problème de comportement, vu que les enfants trouvent un intérêt personnel à jouer, à apprendre. Voilà, là, c'est en équipe. Il n'y a pas non plus toutes ces questions de mise en échec, de stylo rouge sur le fameux cahier du jour, puisqu'en fait, ça va être écrit nulle part que j'ai perdu. En plus, on travaille beaucoup plus en groupe, donc quand je gagne, quand mon équipe gagne, c'est un peu grâce à moi, puisque je suis dans l'équipe. Mais par contre, si mon équipe, elle perd, c'est pas que de ma faute. Du coup, il y a un rapport à l'erreur qui est complètement bousculé en école dehors. Et ça, en fait, il n'y a pas de question à se poser. On s'en aperçoit qu'en faisant. On se dit, ah bah tiens, c'est vrai qu'il n'y a plus ce problème-là. Et c'est vrai que tel enfant hyper stigmatisé à l'intérieur, je n'ai plus rien à faire pour le déstigmatiser, en fait. À l'intérieur, il y a des enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques, qui ont parfois des écrans pour écrire. Ben, à l'extérieur, non. Ça évite tout un tas de problèmes. Je l'observe beaucoup. Alors, du coup, moi, je vais parler des enfants que j'accueille en extrascolaire, donc qui viennent le mercredi. Moi, je ne sais pas comment ils sont à l'école. Et souvent, les parents, en début d'année, quand il y a des soucis de comportement à l'école, ils me préviennent. Voire même, souvent, ils n'inscrivent qu'à un seul atelier parce qu'ils veulent voir si ça va bien se passer, si ça va pas être trop difficile. Et voilà, c'est vraiment, c'est quasi systématique. Les parents me préviennent, bon voilà, à l'école, ça se passe comme ça, c'est pas évident. Et en fait, moi, je le vois pas du tout. Je vois bien les différences entre les enfants, qu'il y en a qui ont besoin de beaucoup plus d'activités, que tu vois, mais en fait, souvent, au bout de 3-4 ateliers, quand on discute avec les parents et qu'ils me demandent, bah, ça va, tu vois, presque un peu gêné, il n'y a pas de souci. Mais en fait, non, il y a aucun souci, parce que l'enfant, il vit, et effectivement, moi, je sais pas comment il est à l'école, mais là, il ne pose pas plus de problèmes qu'un autre. Il est enfant, et ils le sont tous. Et je me souviens que les premières fois, ça m'avait vraiment surprise que les parents mais parce qu'ils sont aussi, ils ont beaucoup de pression de la part de l'école, et je pense que c'est très très inconfortable en tant que parent, c'est hyper stressant. Voilà, quand sans arrêt on te rabâche que ton enfant il a des soucis de comportement et que c'est problématique, en fait on en vient à ne plus oser sortir de chez soi, et à prévenir toute personne qui côtoie l'enfant que attention, c'est difficile, alors que vraiment moi dans 99% des cas ça se passe très très bien quoi en forêt, et moi je les observe, je vois des enfants différents, ils sont tous différents, mais il y en a eu
avec qui ça a été plus challengeant, où il tapait davantage dans les limites et dans le cadre parce qu'il y en a un qui est posé, même si on est en forêt, mais bien loin du portrait que pouvaient me dresser les parents, quoi. En fait, oui, oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Et moi, j'adore ces enfants-là. Alors, parce que, en fait, c'est eux qui viennent nous alerter sur l'école telle qu'elle est aujourd'hui ne permet plus de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. On devrait se servir de nos observations pour venir changer les choses fondamentalement. Puisqu'on a tous les grands discours sur l'inclusion, c'est pas l'élève qui doit s'adapter à l'école, c'est l'école qui doit s'adapter à l'élève, mais on est loin du compte. Et en fait, pour moi, la petite mission de vie de ces enfants-là, c'est de dire il y a quelque chose à changer. Vous n'êtes plus dans les clous, on n'est plus. Euh, là, ça fonctionne pas en fait. N'oubliez pas que ça fonctionne pas. Et on devrait vraiment remettre en question le système pour que. euh, En fait, pour moi, ces enfants-là, ils ont juste moins de filtres que les autres. C'est des enfants qui s'adaptent moins au moule. Mais tous les enfants s'adaptent. Ils sont tous au fur et à mesure. Il n'y a qu'à regarder un enfant en petite section et un enfant en CM2. C'est quoi la différence? Oui, bon, bah, ils ont plus de patience parce qu'ils sont plus grands, etc. Mais ils sont complètement adaptés au moule. Ils arrivent, ils se transforment d'enfant à élève. Et voilà, c'est tout. Mais en fait, la société, elle a complètement évolué. Mais pas l'école. Et c'est ça qui est fou. C'est que le besoin de mouvement des enfants à l'époque de nos parents, il était largement plus respecté parce que ben il n'y avait pas tant d'écrans, les enfants bougeaient, allaient beaucoup plus dehors, il n'y avait pas autant de béton, de bâtiments. C'était un monde beaucoup moins dans la ville en fait. Quand ma mère me raconte son enfance, et mon père aussi, il passait beaucoup plus de temps dehors. Et puis il y avait la maman. Alors là, je ne prône pas du tout ce retour en arrière, hein, pas du tout. Mais en tout cas, la vie enfantine de nos parents, elle a absolument rien à voir avec la vie de nos enfants. Dans le sens où, ben, et je dis pas que c'est mieux ou pas mieux, mais c'est juste différent. Beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de participation aux tâches domestiques, etc. Aujourd'hui, les deux parents travaillent. Donc, la majorité du temps, les deux parents travaillent, sont dans le speed. Il y a de la garderie, il y a de l'école, il y a de la garderie. Et puis pour faire bons parents, alors le mercredi, le samedi, ils vont à des activités euh, sportives, à leurs loisirs. Et puis une surstimulation cérébrale par le nombre d'images que l'on voit. Maintenant, il y a des écrans dans les restaurants, il y a des écrans en ville. En fait, le monde est animé. Et qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait mettre nos enfants dans des salles de classe qui, elles, n'ont pas du tout évolué et leur demander de se concentrer, de se taire sur une monotâche. Mais en fait, nos enfants, l'humain est résilient par nature. Depuis qu'ils sont tout petits, ils sont surstimulés et là, bah, il n'y a plus rien. Il faut se taire, il faut rester assis, il faut écouter. C'est impossible de se concentrer dans ces conditions. Donc, il faut bien de la stimulation. Il faut du mouvement, de la stimulation, pourquoi pas même plusieurs consignes en même temps. C'est pour ça que j'ai créé des combos de jeux sportifs avec de la conjugaison, jeux sportifs avec des maths, parce que le monde ne fait que de bouger, mais sauf que quand ils sont à l'école, il faudrait rester statique. Et il n'y a jamais aucun moment dans la journée où ils peuvent se dépenser. En fait, les enfants, euh, vacances scolaires comprises, week-end compris, ils passent, je crois que c'est 6h30 de leur journée assise, si je me trompe pas. Mais même le week-end, bah parce que forcément, maintenant, après, on est habitué, quoi. C'est grave. Ça fait peur, en fait. Parce que C'est clair. moi,
j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté de de ce qui fait un enfant par nature. Pas les dessins animés qui font l'enfance. Il retiendra pas le dessin animé. Par contre, il retiendra les balades en forêt, les éclats de rire, les anniversaires, tout ce qui aura profondément marqué ses émotions. Et c'est pour ça que on retient 10% de ce qu'on nous dit, on retient 20% de ce qu'on lit, et on retient 90% de ce qu'on fait. Donc il faut de l'action, il faut du mouvement, il faut des souvenirs, et ouais, c'est ce que je pense. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute, c'est passé vite. J'avais encore plein de questions, mais je vais t'en poser une dernière. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que c'est que les petits trappeurs, puisque ça fait pas très longtemps, si je me trompe pas, que tu fais ça. Voilà, pour terminer, si tu veux bien nous dire ce que c'est, ce que tu fais, ce que les enfants font. Alors les petits trappeurs, en fait, c'est une école à 40 minutes de chez moi qui m'a contactée, qui font une école qui fait pas mal école dehors. Ils ont un grand terrain, quelques arbres, etc. Et en fait, bon, les parents sont à fond pour l'école dehors. Ils inscrivent même leurs enfants exprès dans cette école parce que les enseignants sortent avec leurs élèves. Et donc, on m'a demandé si je serais partante pour venir le mercredi faire des activités extrascolaires. Donc, donc j'y vais. Et puis, le matin, j'ai des 4-6 ans. En début d'après-midi, des 6-8 ans. Et en fin d'après-midi, des 8-10 ans. Et en fait, bah, alors là, pour moi, c'est le pied total parce que je me sens complètement libre. J'ai aucune contrainte pédagogique. Donc là, reconnecter les enfants au vivant, à la nature, et leur apprendre en fait les premiers gestes trappeurs, voilà. Donc on apprend à faire du feu, on apprend à se servir d'un couteau, on taille des flèches, on apprend à regarder la nature, son évolution, en prendre soin. Donc en fait, il y a des petits thèmes. Des fois, c'est les oiseaux. Donc on fait des installations pour les oiseaux, on apprend à les nourrir, on apprend à les reconnaître. Donc là, je mixe un peu tout ce que j'ai fait en forêt avec mes élèves, avec des petits jeux d'école dehors. Donc voilà, des relais pour apprendre le nom des oiseaux, de l'observation, etc. Donc c'est un peu école dehors avec moins d'exigences, puisque là, il y a pas les programmes. Là, par contre, c'est bien ritualisé, tu vois. On a toujours un moment où, bon, bah voilà, on se dit bonjour. Euh, L'humeur du jour, etc. Il y a, on commence par un jeu sportif en rapport avec la nature, donc je cache des figurines, il faut tout retrouver ou quoi. Un atelier manuel ou créatif, voilà, un atelier artistique. Et puis on termine par une collation, soit sur le feu ou de la cuisine, mais on est toujours dehors pour faire la cuisine. Voilà. Ok, trop chouette. Bon, et ben écoute, je crois qu'on a fait le tour des sujets que je voulais aborder avant tout avec toi, qui tournaient autour de l'école, parce que tu as eu cette expérience d'école et qu'aujourd'hui tu accompagnes des enseignants et j'espère que l'échange qu'on a eu va toucher et en tout cas peut-être rassurer, parce que j'ai trouvé que tu étais rassurante dans tes mots et dans le fait voilà, de se libérer de certaines choses et que en fait que ça parte du cœur et que après juste aille dehors, peu importe l'environnement que tu as autour, c'est déjà beaucoup. Et je crois qu'on en est encore, parce que on a parfois l'impression que boum, ça y est, la classe dehors est un mouvement qui explose, et effectivement ça évolue, mais il y a encore tellement de gens qu'il est important de toucher, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se privent encore et qui se privent de se lancer, et que du coup
Je trouve que c'est important d'aller les chercher Exactement. de leur tendre la main en disant bah allez viens, c'est pas si difficile que ça, tu verras. Puis il y a pas de critères, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de jugement. En fait, oui, mais ça fait pas assez classe dehors. Non. En fait, si pour une séance d'histoire géo, tu vas dans un cimetière militaire, c'est déjà de la classe dehors. Si tu vas prendre des photos de ton quartier pour trier les commerces en géographie, c'est de la classe dehors. Si tu prends un tapis de sol et que tu dis à tes élèves d'aller lire dehors avec pour se mettre dans une posture agréable, c'est de la classe dehors. À partir du moment où tu es dehors, tu fais classe dehors. Et il y a déjà de la plus-value, même si tu fais du calcul mental dehors, que tu dis juste à tes élèves, prenez vos ardoises, prenez vos marqueurs, on va dehors faire la dictée, c'est déjà génial. Et c'est ça, moi j'essaie de me faire le pont, hein, comme je répétais, libérez-vous de toutes les contraintes, reconnectez avec votre créativité, votre envie, et sortez. Bah écoute, on se quitte sur ces jolis mots. Merci beaucoup Marie pour ton temps et puis pour ce partage-là. J'ai passé un très bon moment. C'était chouette. J'aurais bien aimé discuter encore plus, mais on aura peut-être d'autres occasions. J'aurais voulu avoir les autres questions, mais après je m'emballe. On Ouais. parle de ma passion, donc tac, tac, tac. J'ai une pensée hyper arborescente à ce sujet-là. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Et oui, ça me fait très plaisir d'avoir pu discuter avec toi. Avec plaisir. Passe une bonne journée, puis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.